Dans cette vidéo, vous comprendrez les instructions de base que vous utiliserez dans tous vos programmes C. Plus précisément, vous comprendrez les notions de variables et de constantes et les différents types de valeurs. Vous comprendrez le rôle de l'opération de la déclaration et comment déclarer chaque type de données. Vous verrez comment utiliser les deux fonctions printf pour l'écriture et scanf pour la lecture. Vous comprendrez également comment écrire et structurer vos programmes C. Vous découvrirez les différents types des expressions, les expressions arithmétiques, les expressions de comparaison et les expressions logiques. En plus de tout ça, nous travaillerons sur un total de 8 exercices afin de mieux comprendre et savoir utiliser chaque instruction de base. Allez, c'est parti! Dans cette deuxième vidéo de cette formation de langage C, on va commencer le plan de notre cours, bien la première partie de notre cours, les instructions de base. On va prendre les instructions que vous allez utiliser dans presque tous vos programmes. Alors, pour comprendre ces instructions, on va commencer avec une activité qui va nous donner une idée sur la première chose qu'on va voir au niveau de programmation. Alors, on suppose qu'on a un serveur qui travaille dans un café et nous voulons calculer ce que le serveur va gagner par exemple à la fin de la semaine. Comme vous voyez là, on a deux choses qui gagnent ce serveur là. Donc il a toujours le salaire, une chose qui est fixe, 150 chaque jour. Et on a une deuxième chose, c'est le pourboire. Comme vous voyez là, c'est une chose qui varie. Alors si on veut créer un programme qui permet de calculer ce que le serveur va gagner à la fin de la semaine, on doit prendre en considération la nature de salaire et de pourboire. Alors au niveau d'algorithmique, au niveau de programmation, toujours lorsqu'on veut créer un programme, il faut identifier ce qu'on appelle les variables et aussi il faut identifier ce qu'on appelle les constantes. D'après l'activité et d'après vos connaissances, une variable tout simplement c'est une donnée qui change, qui peut prendre plusieurs valeurs. Une constante c'est une donnée fixe. Alors, toujours, on aura la même valeur pour cette donnée-là. Alors, ça, ce sont les types de données. Pour donner plus de détails sur les types de données, nous allons prendre un autre exemple un peu concret. On suppose qu'on a un programme qui calcule pour chaque étudiant la moyenne et la mention. Bien sûr, en se basant sur les notes de cet étudiant. Alors, au départ, on suppose qu'on va créer un petit programme uniquement pour la faculté de sciences et uniquement pour une seule filière, par exemple filière SM, sciences par exemple maths, au niveau de la faculté. Alors maintenant on va essayer de déterminer ou bien d'identifier les variables. Alors d'après une petite analyse, vous allez me dire que les variables sont d'abord, on a le nom de l'étudiant, bien sûr c'est une variable puisque le nom d'étudiant va changer d'un relevé à l'autre. Le numéro de l'étudiant, aussi variable, le sexe de l'étudiant, les matières, donc on a ici 4 matières, donc ce sont 10 variables. On a les notes, donc les notes changent avec les matières. Est-ce qu'il a validé ou non aussi, c'est une variable, la moyenne de l'étudiant et la mention. Maintenant, on va parler un peu sur la nature de chaque variable. On va prendre le nom de l'étudiant. Alors, le nom d'étudiant, nous pouvons avoir des valeurs comme par exemple Mohamed, Rania, Saïd, ainsi de suite. Alors, quelle est la nature de ces valeurs-là? Ces valeurs-là contiennent en fait des lettres. Alors, si on a une variable qui pourra prendre 10 lettres, donc au niveau de l'algorithmique, le type de cette variable, c'est chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est-à-dire généralement, elle peut contenir 10 lettres, comme j'ai déjà dit, des chiffres, par exemple 0, 1, ainsi de suite, et aussi même des caractères spéciaux comme par exemple arrobas, pourcentage et commercial, ainsi de suite. Alors l'équivalent, on va voir après l'équivalent de cette variable au niveau de langage C. On passe maintenant au deuxième variable, le numéro. Comme vous voyez là, le numéro de l'étudiant peut varier, peut prendre plusieurs valeurs, mais la chose commune entre ces valeurs-là, c'est que ces valeurs-là possèdent uniquement la partie entière. On n'a pas la partie décimale, on n'a pas la virgule. Alors si on a des valeurs comme ça, directement le type c'est entier et l'équivalent d'entier en langage C, on va voir par la suite, c'est int. Ensuite on passe au sexe, donc comme vous voyez là d'après le relevé, donc on a uniquement deux valeurs, soit H, soit F. Alors si on a une variable qui peut prendre uniquement une seule lettre ou bien un seul caractère, on dit que le type de cette variable c'est caractère. Si on a plusieurs caractères, on parle dans ce cas-là sur chaîne de caractères. Mais si on a un seul caractère, une seule lettre par exemple, on parle d'un caractère et là l'équivalent qu'on va voir par la suite c'est
char au niveau de langage C. Après, pour la note, dans ce cas-là, les notes, ce sont bien sûr des valeurs réelles. Donc, on a la partie décimale, la partie après la virgule. Alors, dans ce cas-là, on dit au niveau de programmation ou bien au niveau algorithmique, que le type réel. L'équivalent du réel au niveau de langage C, il y a deux choix. Il y a d'abord float et aussi on a double. Donc, on va voir après la différence entre les deux. Ensuite, on a valide. Donc, comme vous voyez là, valide pourra prendre la valeur oui ou bien non. Mais oui ou non est déterminé selon une condition. La condition, c'est que cette valeur-là, par exemple, doit être supérieure ou égale à 0. On aura non si, par exemple, si on fait la vérification de cette condition, est-ce que 8 est supérieur ou égal à 0, dans ce cas-là, c'est fausse, alors on dit que l'étudiant n'a pas validé, par exemple, la matière de l'algèbre. Et on met là non. Mais non ou oui sont déterminés selon des conditions. Si on a dans un programme 10 variables où leur valeur pourra être déterminée selon des conditions, alors on dit que directement la nature de cette variable-là, c'est booléen. On va voir que par la suite que le type booléen en langage C, c'est l'équivalent, c'est bool. Après, on passe à la deuxième catégorie des données. Dans ce cas-là, ce sont les constantes. Comme vous voyez là, on a la constante faculté des sciences, puisqu'on a supposé au départ que on travaille uniquement sur la faculté du sciences, sur un seul établissement. Et aussi, on a une autre chose qui est constante d'un relevé à l'autre. Si on travaille dans la même filière, par exemple SM, c'est le nombre total des étudiants. Par exemple, là, on a 297 étudiants. Alors, comme vous voyez là, la faculté, c'est la valeur, c'est faculté de sciences, et le nombre d'étudiants, c'est la valeur 297. Donc, pour la première constante, c'est une chaîne de caractères. Pour la deuxième, le nombre est entier ou bien int. Alors, pour résumer tout ça, au niveau de langage C, les variables et les constantes sont identifiées par trois choses. Il y a toujours le nom de la variable, il y a le type de la variable, il y a la valeur de la variable. Alors, pour les types, il y a dans ce cas-là 5 généralement. Il y a entier, réel, chaîne de caractères, caractère et booléen. On va voir par la suite l'équivalent de tout ça avec le langage C. Alors, pour l'entier, si on veut créer une variable de type entier, donc il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser le type int au niveau de langage C. Alors, le type int, normalement, nous donne ou bien nous propose des valeurs dans cet intervalle des valeurs. Donc, ça, c'est la valeur minimale, moins 32 768 et 38 767. Donc ça, c'est l'intervalle du valeur. Si vous avez une variable qui peut prendre 10 valeurs dans cet intervalle, donc rapidement ou bien directement, vous donnez le type int. Si vous voulez utiliser une variable du type entier, mais qui peut prendre des valeurs très longues, donc là, il faut utiliser le type long qui vous donne 10 valeurs dans cet intervalle de valeurs. Donc entre cette valeur-là et cette valeur-là. Donc comme vous voyez là, un nombre entier peut prendre des valeurs positives et négatives. Si vous voulez uniquement la partie positive au niveau de votre variable, vous pouvez ajouter le mot-clé unsigned. Donc unsigned int ou bien unsigned long selon le type de la donnée ou bien dans l'entier. Est-ce que c'est une donnée qui peut prendre des valeurs dans cet intervalle ou bien dans cet intervalle? Donc généralement on utilise dans presque tous les programmes, on utilise le type int si on a des valeurs entières. Donc, mais il y a des exceptions, on utilise long ou bien unsigned int ou bien unsigned long. La différence majeure entre les différents types, c'est le nombre d'octets. Alors, si vous travaillez avec int, vous aurez uniquement 2 octets, c'est-à-dire 16 bits pour stocker vos valeurs. Donc, au niveau de long, on a 4 bits, c'est-à-dire 32 bits. On passe maintenant au deuxième type, réel. Donc, pour réel, il y a 3 possibilités. Donc, soit la première possibilité d'utiliser le type float. Donc, float, si vous donnez des valeurs dans cet intervalle de valeurs. Si vous voulez utiliser des variables de type réel mais long, donc vous pouvez utiliser double qui vous donne des valeurs dans cet intervalle de valeurs. Et après vous avez donc si vous avez des valeurs qui sont extrêmement longues, vous pouvez utiliser long double. C'est par exemple vous voulez travailler sur des mesures scientifiques ou bien des calculs scientifiques, vous pouvez utiliser long double. Donc toujours la différence, c'est le nombre d'octets réservés pour stocker chaque valeur. On passe
aux variables suivantes, c'est caractère. Donc au niveau de langage C, caractère c'est char. Donc char vous donne la possibilité des valeurs entre moins 128 et 127. Ou bien, si vous voulez que des valeurs qui sont positives, vous pouvez utiliser une signed char. Mais probablement, vous allez me poser la question suivante. Char, c'est permet de représenter des caractères, pas de chiffres. Alors l'idée, si vous avez vu déjà la formation Introduction à l'informatique, c'est qu'au niveau de la représentation de l'information au niveau de l'ordinateur, normalement, pour chaque caractère, par exemple la caractère A, il y a un code. Par exemple, 64 pour A. Alors, au lieu de représenter A au niveau de la mémoire de l'ordinateur, ce qu'il va faire, il va chercher l'équivalent ou bien le code de A, par exemple 64, et après 64 sera représenté sous la forme binaire dans la mémoire de l'ordinateur, 0, 1, ainsi de suite. Alors, c'est ça la raison pourquoi on a des valeurs pour char ou bien une signed char. Pour plus de détails, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle le tableau ASCII, qui donne pour chaque caractère un code. Par exemple, si vous voulez stocker A au niveau de la mémoire de l'ordinateur, normalement, c'est pas 64, mais 65. C'est A majuscule, A minuscule, c'est 97. Par exemple, si vous voulez stocker le caractère égal, vous pouvez utiliser donc le chiffre 60 ou bien le code 61. Donc ça, c'est le code ASCII unsigned, puisqu'il commence de 0. Et il se termine avec 255. Donc vous avez exactement là 256 caractères avec le type char. Ce qu'il faut retenir, c'est pas ce tableau là bien sûr, c'est que lorsque vous êtes en train d'utiliser des variables ou bien des données de type caractère, il faut utiliser le type char. On passe maintenant au type suivant, c'est booléen. Bien sûr, booléen vous donne la possibilité de stocker soit 0, soit 1 comme valeur. 0, 1, bien sûr, ce sont des valeurs selon des conditions. Alors, comment déterminer 0, 1? Par exemple, vous avez l'expression de comparaison suivante. 5 inférieur à 3. Alors là, pour cette comparaison, il y a deux possibilités. Il y a soit la possibilité que cette comparaison est fausse, ou bien en anglais, c'est false, ou bien il est vrai, ou bien en anglais c'est true. Dans ce cas, est-ce que 3 est inférieur à 5? Non, alors false. Alors normalement, si vous voulez stocker le résultat de cette comparaison, vous pouvez utiliser une variable booléen. Donc vous allez stocker ça par exemple dans variable C, et après pour la variable C, il y aura pour false la valeur 0. Si vous avez une comparaison vraie, normalement la variable ou bien la valeur que vous allez utiliser c'est 1. Alors on va revenir à ça en détail. Donc normalement ça c'est le type booléen. Après ça ce sont les valeurs, et pour le nombre de bits réservé c'est 1. Puisque avec un seul bit vous pouvez soit stocker la valeur 0 soit la valeur 1. Ce qui concerne chaîne de caractères, on va revenir à chaîne de caractères lorsqu'on va parler des tableaux, puisqu'on n'a pas vraiment le type string avec le langage C. Si vous voulez stocker plusieurs caractères, il faut utiliser un tableau de caractères. Voilà, donc c'est ça la méthode. Donc on va laisser ça au chapitre des tableaux. Maintenant, on va travailler sur l'exercice suivant. L'objectif, c'est uniquement d'identifier le type de chaque donnée. Alors, si on a la donnée suivante, alors D, et là, vous avez les deux guillemets. Lorsqu'on met deux guillemets et entre deux guillemets un caractère, alors directement, le type, c'est char. Si vous mettez par exemple juste D, donc il faut faire attention, puisque langage C soit va considérer D comme une variable, soit une erreur si vous essayez d'affecter cette valeur à une variable. Donc il faut faire attention. Donc généralement, si vous êtes en train d'utiliser des caractères, il faut utiliser les deux guillemets. Alors là, on a moins 300. Donc pour moins 300, il y a plusieurs possibilités. Soit il est de type int, soit il est de type float, ou bien double. Donc puisque tous les nombres entiers, ce sont aussi des nombres réels. Alors, on a 8. Probablement, parmi vous, il y a 10 personnes qui vont donner le type int, mais il faut faire attention puisque dans ce cas-là, 8 sera considéré comme un caractère puisqu'il est entre deux guillemets. Alors, le type, c'est char. Alors là, rapidement, pour ce type-là, on a la virgule. Alors, c'est float ou bien double. Alors, pour cette valeur-là, on a une valeur un peu longue. On peut utiliser long double, mais il faut faire attention puisque si vous faites, par exemple, long int,
elle ne sera pas stockée puisque long int ne permet pas de stocker cette valeur puisque c'est une valeur un peu extrêmement longue. Donc il faut utiliser long double. Après on a 87, donc le type de cette variable ou bien de cette donnée là c'est int puisque on a un nombre sans la partie décimale ou bien une signed in ou même on peut utiliser float puisque tous les nombres entiers ce sont des nombres réels. Et après on a true. Donc lorsqu'on parle du true, donc on parle d'un type un peu particulier, c'est le type booléen ou bien le type logique. Est-ce que la condition est true, c'est-à-dire est-ce qu'il est vrai ou bien il est false. Donc voilà, donc c'est juste un petit exercice qui permet de se familiariser avec les données. Maintenant, on passe à une autre chose très très importante. Dans un problème donné, vous avez identifié par exemple 6 variables et vous allez utiliser 2 constantes. Maintenant, la question c'est comment informer l'ordinateur l'existence de ces données-là, ces variables et ces deux constantes. Alors pour faire ça, on utilise une opération un peu particulière, c'est l'opération de la déclaration. Alors l'opération de la déclaration, comme leur nom l'indique, il permet d'informer ou bien de déclarer dans la mémoire de l'ordinateur l'espace nécessaire pour stocker les valeurs des variables et des constantes. Pour la déclaration, je vous donne un exemple. Alors, on a 7 étudiants. Donc, d'après l'activité qu'on a vue au départ, au niveau de relevé de notes, pour 7 étudiants, nous pouvons par exemple stocker la valeur d'une variable moyen, la valeur de le numéro de l'étudiant, le sexe de l'étudiant et on a le nombre d'étudiants. Donc, au départ, on a dit que le nombre d'étudiants, c'est une valeur constante. Alors, au moment de déclaration de cet espace-là, ou bien la réservation de cet espace-là, on doit mettre la valeur, cette constante. Par exemple, là, c'est 297. Mais pour les autres valeurs, ils peuvent être changés selon l'étudiant traité. Alors, comment effectuer la déclaration? Alors, pour la déclaration, il y a une syntaxe à respecter. Lorsqu'on est en train d'écrire un programme, il faut respecter les syntaxes de l'écriture. Donc, sinon, vous aurez des erreurs. Alors, on commence avec la première syntaxe dans cette vidéo, c'est la syntaxe de la déclaration d'une constante. Alors, une constante toujours commence avec le mot-clé const. Donc, ça, c'est la première chose. Alors là, on a une petite erreur, c'est C minuscule, normalement. Après, ça c'est le premier mot qui permet d'identifier qu'on est en train de déclarer une constante. La deuxième chose, c'est le type de la constante. Est-ce que de type int, long, double, float, char, bool, ainsi de suite. Ensuite, on a le nom de la constante, le nom qu'on va choisir. Par exemple, le numéro de l'étudiant, la moyenne, ainsi de suite. La chose que vous devez respecter au niveau de nom, il y a 3 choses. Premièrement, on commence jamais une variable si vous avez la variable x par exemple. On commence jamais une variable avec un chiffre. Donc, si vous avez un chiffre, donc vous devez le mettre après. Au moins une seule lettre. Après, donc ça c'est la première règle. La deuxième règle, si vous avez des variables qui peuvent prendre 2 mots, par exemple nom et prénom par exemple. Alors là, évitez d'utiliser l'espace. Si vous voulez utiliser par exemple, donc là ça c'est interdit, ça c'est aussi interdit. Donc vous avez là 2 possibilités, soit le nom prénom ou bien le nom collé avec prénom. La troisième chose, c'est vous êtes en train d'utiliser des accents. Normalement, il faut éviter les chapeaux ou bien les accents, sinon vous aurez des erreurs. Alors ça sont les règles à respecter. Ensuite, toujours dans la constante, après le mot-clé const, le type que vous allez choisir et le nom que vous allez utiliser. Après, il faut donner une valeur. Par exemple, la valeur qu'on va donner à la variable, par exemple x, c'est par exemple la valeur 6. Donc ça, juste un exemple. Et x, c'est du type, par exemple, int. Une variable, ou bien dans ce cas-là, une constante, x, sa valeur est 6. Donc c'est ça, comment on fait la déclaration d'une constante. Après, on a la syntaxe de déclaration d'une variable. Donc la variable, c'est un peu très simple. On ne met pas le mot-clé var par exemple, on met directement le type de la variable, après le nom de la variable. Donc là, l'ordinateur ou bien Langacé, vous allez comprendre que vous êtes en train de déclarer une variable. Par exemple, vous pouvez déclarer la variable, donc par exemple char y. Voilà, donc ici, au niveau de Langacé, chaque ligne se termine avec point virgule. Donc il faut faire attention. Chaque ligne se termine avec point virgule, sinon vous aurez 10 erreurs. Après, donc ça c'est
Petit résumé ce qu'on a vu, donc la déclaration d'une donnée. Donc la déclaration aussi permet en fait d'informer l'ordinateur l'existence des données, c'est-à-dire demander à l'ordinateur la permission tout simplement de réserver un espace mémoire où on peut stocker et par la suite récupérer l'information. C'est ça l'objectif de la déclaration, réserver dans la mémoire de l'ordinateur un petit espace par exemple là pour X. Après on peut mettre une valeur dans X, par exemple la valeur 4, et après on peut récupérer X et l'afficher par exemple au niveau de l'écran. Voilà, donc ça c'est l'objectif. Pourquoi on utilise la déclaration, c'est juste stocker les valeurs de nos données pour pouvoir l'utiliser par la suite. Après, pour la syntaxe, comment faire tout ça sur langage C. Donc ça c'est la syntaxe de déclaration d'une constante. On commence avec const. Là, la petite erreur c'est juste const minuscule. Le type et le nom de la constante, après égale la valeur et après point virgule. Et pour la déclaration d'une variable, on met le type, le nom de la variable et après point virgule. Il ne faut jamais oublier point virgule. Voilà, donc ça ce sont des exemples. Alors ça c'est un exemple, on a déclaré la constante pi, donc on voyait const, le type c'est float puisque c'est une valeur, on a la partie décimale après la virgule. Voilà, donc ça c'est const, int, ça c'est le nombre de mois puisque on a uniquement 12 mois, donc on peut déclarer une variable, une constante comme ça, le nombre de mois et la valeur de cette constante c'est 12. Et il ne faut jamais oublier le point virgule. Et après on a d'autres exemples mais cette fois des variables. Alors vous pouvez déclarer une variable le numéro de l'étudiant, une autre variable c'est la note, c'est du type float, une autre variable sexe du type char et une autre variable c'est admin de type bool. Donc admin là dessine par exemple est-ce que l'étudiant va passer à l'année suivante ou non. Donc il passera à l'année suivante si sa note par exemple la note de l'étudiant. Voilà, donc on peut mettre la note de l'étudiant est supérieure ou égale par exemple à 10. Si cette condition est vraie, on va affecter par exemple à admin la valeur, par exemple true. Sinon, si cette condition est fausse, alors on va affecter à admin la valeur false. Donc on va voir quelques exemples par la suite pour bien comprendre les différents types de variables. Maintenant, je vais passer à CodeBlocks pour vous montrer comment effectuer ces différentes déclarations. Alors, la première chose au niveau de CodeBlocks, c'est qu'il faut créer un nouveau projet, File, New Project. Et là, on va choisir Cancel Application. Après, Next, après C, langage C. Après, pour le titre de projet, c'est Vidéo 2. Donc ça, c'est... On va stocker les codes de cette vidéo-là. Et après, Finish. Voilà, donc ça c'est dans Workspace, vous avez là le projet, on va accéder à Main, donc ça c'est déjà notre fichier principal qui va contenir notre code. Alors rapidement, les choses nécessaires dans un code ou bien dans un fichier, on a cette bibliothèque là, donc on va revenir après en détail sur l'objectif de chaque partie de ce code là. Donc rapidement, ça c'est inclus, donc on doit utiliser cette bibliothèque. La bibliothèque Studio contient deux choses, contient print et scanf. On a la fonction principale, là c'est le type de routeur int et pour cette raison là on ajoute return 0. Donc on va revenir à ça en détail dans la partie des fonctions. Et là c'est une instruction qui permet d'afficher Hello World au niveau de l'écran. Si vous voulez compiler le code, vous cliquez sur build. Si vous voulez exécuter le code, vous pouvez cliquer sur run. Alors la différence entre build et run, build permet de créer si vous n'avez aucune erreur, le fichier sous la forme de code machine 0 et 1 et après run permet d'exécuter ce code là puisque le langage C c'est un langage compilé. Alors là on va enlever cette partie là, on va essayer de déclarer des constantes et des variables. Alors pour déclarer des constantes, tout simplement on commence avec le mot clé const, C en minuscule. Après le type c'est le premier type par exemple c'est float et après vous mettez le nom de la variable pi et après par exemple 3,14. Maintenant, on va exécuter le code. Normalement, il y a une erreur. Voilà, il y en a une erreur. C'est l'erreur de la virgule. On n'utilise jamais la virgule au niveau des nombres. On utilise les points. Voilà, normalement, on n'a aucune erreur. Si vous n'avez aucun message en rouge, c'est-à-dire que votre programme fonctionne sans aucun problème. Après, on a la deuxième variable, qu'on va déclarer, c'est le const. Le type, c'est int de cette variable-là. Et après, on va choisir, par exemple, le nombre mois. Ensuite, on va donner comme valeur, par exemple, 12, puisqu'on a 12 mois. Voilà, donc ça, c'est la déclaration de constante. On peut déclarer des variables de la manière suivante. Int
le numéro d'étudiant par exemple, d'étudiant, point virgule. Vous pouvez déclarer une autre variable, c'est note. Après char, c'est de type, là c'est le nom, c'est sexe. Et après vous pouvez déclarer une autre variable, bool, cette fois de type admin. Donc on va déclarer, donc on va compiler, donc on va voir est-ce qu'il y a des erreurs. On a une petite erreur. Normalement l'erreur c'est que si vous êtes en train d'utiliser bool directement, il y aura toujours des erreurs puisqu'il faut importer une bibliothèque qui contient le type bool. Donc cette bibliothèque c'est include. Le nom il commence avec std et après bool. Voilà, ça c'est la bibliothèque qui contient le type bool. Donc on a ici aucun problème. Voilà, donc ça c'est la déclaration. Donc notre programme ne donne aucune chose, c'est juste la déclaration. On a informé l'ordinateur l'existence de ces variables là. Pour afficher quelque chose ou bien exécuter le programme, il faut qu'on utilise ces variables là dans des contextes, dans des problèmes, dans des exercices afin de trouver des résultats et bien sûr afficher vers la fin les résultats. Maintenant nous allons revenir au cours. Après la déclaration, la deuxième chose qui est très importante au niveau des données, c'est de donner des valeurs à ces variables. Alors l'opération de donner une valeur à une variable, leur nom c'est l'affectation. L'affectation c'est tout simplement une opération qui nous donne la possibilité de donner une valeur à une variable. Par exemple là pour le sexe, nous voulons donner par exemple la valeur f puisque on a une fille. Alors comment faire ça avec langage C? Alors pour l'affectation, la syntaxe c'est comme ça. On met à gauche le nom de la variable égale et à droite la valeur qu'on veut affecter à cette variable là et après le point virgule, il ne faut jamais oublier le point virgule. Si on utilise ou bien si on exécute les instructions suivantes, moyen reçoit 15,51, automatiquement après l'exécution au niveau de la case moyen nous aurons cette valeur. La même chose pour sexe et là si vous êtes en train d'utiliser des caractères, il ne faut jamais oublier les deux guillemets. Si vous faites la chose suivante, sexe et vous donnez à sexe f sans les guillemets, vous aurez une erreur. Alors pour dire à l'ordinateur que pour sexe on va affecter le caractère f, il faut mettre f entre deux guillemets. Voilà, on peut aussi affecter au nom d'étudiant, numéro d'étudiant, la valeur 34 et il ne faut jamais oublier point virgule, sinon une erreur. Voilà, vous pouvez exécuter ça et vous aurez dans l'espace mémoire de chaque variable les valeurs suivantes. Si on a un autre étudiant, on aura d'autres valeurs. Par exemple H, le numéro 69, ainsi de suite. Alors après l'exécution de ces valeurs-là, l'ordinateur il va aller à l'espace mémoire de chaque variable et il va affecter les valeurs suivantes. Voilà, donc pour résumer tout ça, donc l'affectation c'est une opération qui consiste à attribuer à une variable soit une valeur particulière comme par exemple affecter à x la valeur 4, soit affecter à une variable la valeur contenue dans une autre variable, par exemple affecter à y la valeur par exemple la x, ou soit affecter à une valeur le résultat de calcul d'une opération arithmétique affectée par exemple à z, par exemple la valeur de x plus y. Au niveau de langage C, on utilise pour l'affectation égale. Au niveau de l'algorithmique, si vous avez déjà suivi la formation de l'algorithmique, on utilise flèche orientée à gauche. Flèche orientée à gauche au niveau de programmation C, c'est l'équivalent, c'est égal. Alors, pour l'affectation, donc ça c'est la syntaxe, on met le nom de la variable à gauche, la valeur à droite, entre les deux le signe égal et après on doit terminer chaque ligne, on doit finir chaque ligne avec point virgule. Donc ça ce sont des exemples d'affectation. D'après la première instruction, on fait quoi? On donne la valeur de A à A ou bien la variable A reçoit la valeur 2. Pour la deuxième instruction B égale A, ça signifie quoi? Que la variable B reçoit le contenu de A. Si on met la troisième instruction, C égale A plus B, ça signifie quoi? Ça signifie que la variable C va recevoir le résultat de A plus B. Par exemple, dans ce cas-là, la valeur de C, c'est combien? C'est 4. Après la dernière opération, bien affectation, on donne à la variable, à une autre variable D, le caractère M. Si on essaye d'accéder à l'espace mémoire réservé à D, on va trouver la valeur M. Voilà, pour bien comprendre tout ça, on va travailler sur l'exercice suivant. Donc votre travail maintenant, c'est que vous avez trois variables A, B, C. Donc A de type entier, B de type réel, B de type caractère et C de type logique. Votre tâche, c'est comment déclarer les trois variables A, B et C. Donc essayez de faire pause et essayez de donner la déclaration correcte de ces trois variables. Alors la réponse pour nous, rapidement, que A,
c'est de type int, alors int a, point virgule. Donc B de type caractère, alors on commence avec le mot-clé char, après le mot ou bien le nom c'est B, après point virgule. Et finalement, la dernière donnée C est de type logique. Donc là, on met bool après donc le nom c'est C et après on doit terminer notre ligne avec point virgule. Alors c'est ça donc la première partie, la partie de la déclaration. La deuxième question, on va cocher ce qui est juste. On a ici un ensemble d'affectations. Ça, ce sont des affectations. On va chercher quelles sont les affectations qui sont correctes. Alors on commence. On va affecter à la valeur 1. Est-ce que on peut affecter à la valeur 1? Donc, d'abord, quel est le type de A? De type int. Alors, il est possible d'affecter à la variable 1 puisque 1 est de type int. Voilà. Est-ce qu'on peut affecter à le caractère D puisqu'on a deux guillemets? Donc là, c'est une erreur puisque A de type int et D de type caractère. Alors c'est fausse, donc on ne peut pas mettre ça. Après, est-ce qu'on peut affecter à B la valeur 3? C'est aussi interdit puisque B est de type caractère et 3. Donc normalement 3 c'est quoi? C'est un nombre entier. Donc ce n'est pas autorisé. Est-ce qu'on peut affecter à B le contenu de A? Puisque ça c'est A. Si on met directement A sans les deux guillemets, alors langage C va comprendre qu'on est en train d'affecter le contenu d'une variable à une autre variable. Là, A et B, on a deux types incompatibles puisque B caractère et A entier, donc on ne peut pas faire ça. Pourtant, pour B égale 3, mais cette fois 3 entre deux guillemets, c'est acceptable. Et là, B va traiter 3 comme un caractère. Donc voilà, donc c'est ça la règle. Après, est-ce qu'on peut affecter à C la valeur 10? Donc non, c'est interdit puisque C est de type logique. Soit il va contenir la valeur soit false ou bien true. Alors, est-ce qu'on peut affecter 2 inférieur à 5 à C? Donc 2. Donc là, on affecte ça, on vient égal, C égale ça. Alors, au niveau des comparaisons, toujours il y a deux choses. Soit cette comparaison, elle est vraie, ou bien en anglais true, ou bien faux, ou bien false. Dans ce cas-là, est-ce que 5 est supérieur à 2? Oui, true. Alors true sera affecté à C. Donc cette opération est correcte. Est-ce qu'on peut affecter à C? Dans ce cas-là, 1 inférieur égale 22. Alors, est-ce que cette comparaison elle est true ou bien false? D'après la comparaison, est-ce que moins 22 est supérieur à 1? Donc c'est false. Alors la valeur false sera affectée à C et par conséquent cette opération est autorisée. On peut affecter à C 1 inférieur à moins 22. Donc j'espère que vous avez bien compris comment faire la déclaration et l'affectation des variables. Pour terminer avec cette partie d'affectation, on va travailler sur l'exercice suivant. Donc ici on a un ensemble des instructions. B reçoit la valeur 2, C reçoit la valeur P plus 10, A reçoit la valeur A, ainsi de suite. Alors l'objectif c'est de donner la valeur pour chaque variable après chaque instruction. On commence. Quelle est la valeur de B après la première instruction? Rapidement c'est 2. Quelle est la valeur de C après la deuxième opération? B plus 10, c'est-à-dire 2 plus 10 qui va donner 12 pour C. Après l'instruction suivante pour A, on a la valeur 4, voilà, et l'autre de 12. Après on affecte à D la valeur de A, c'est-à-dire que la nouvelle valeur de D dans ce cas-là c'est 4. Après on va affecter à B la valeur de B fois D, c'est-à-dire 4 fois 2, ce qui va donner 8 pour B. Ensuite on affecte à C la valeur de B, c'est-à-dire 8 plus 5, ce qui va donner 13 pour C. Après on va affecter à A la valeur de 10 plus 4, c'est-à-dire 14 plus la valeur de C, c'est-à-dire 13, qui va donner 27 pour A. Et finalement on va donner à C la valeur de A plus B plus 10, qui va donner pour, dans ce cas-là, c'est la valeur 39. Voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. Oui, voilà, donc ça c'est la fin de cette partie d'affectation. Maintenant on va passer à une autre instruction de base très nécessaire lorsqu'on est en train d'écrire les algorithmes avec, ou bien les programmes avec langage C. Pour bien comprendre cette structure qu'on va voir maintenant, ou bien cette instruction qu'on va voir maintenant, on commence avec cette activité. On suppose qu'on a une personne qui ne savent pas comment calculer A plus B. Alors pour aider cette personne-là, on va développer un programme qui sera bien sûr stocké dans un ordinateur. Ensuite, l'utilisateur pourra exécuter le programme et le programme va donner dans un premier temps un petit message de programme qui calcule la somme.
Ensuite, le programme va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de A pour pouvoir calculer la somme. Bien sûr, il va saisir A et B. Et après, l'utilisateur va utiliser le clavier pour saisir cette valeur. Ensuite, le programme affiche un autre message. Je vais entrer la valeur de B et l'utilisateur va saisir encore une fois, va utiliser encore une fois le clavier pour saisir la valeur de B. Et après, lorsque l'utilisateur clique sur Entrée, le programme va afficher la somme. Maintenant, on va essayer d'analyser ce programme-là. D'après vos remarques, vous pouvez conclure que d'abord, on affiche un petit message à l'utilisateur. On affiche encore une fois un autre message à l'utilisateur. L'utilisateur entre cette valeur. Après, on affiche un petit message à l'utilisateur. Ensuite, l'utilisateur entre cette valeur. Et finalement, on affiche ce dernier message à l'utilisateur. Comme vous voyez là, on a des allées du routeur. Ou bien tout simplement, on a une communication entre l'ordinateur et l'utilisateur. Au niveau de programmation, si on veut faire une petite communication entre l'utilisateur et l'ordinateur, ou bien en nous voulons que l'ordinateur affiche quelque chose à l'utilisateur, par la suite récupère ce que l'utilisateur va saisir et après affiche encore à l'utilisateur et faire ce genre de communication. Là, on doit utiliser deux instructions. Une pour afficher quelque chose à l'utilisateur et l'autre pour donner la possibilité à l'utilisateur de saisir quelque chose. Du point de vue de l'ordinateur, la première instruction, c'est une instruction d'affichage, afficher quelque chose. La deuxième instruction, c'est une instruction de lecture. On va lire ce que l'utilisateur va saisir. Alors, au niveau de langage C, donc la première instruction c'est printf, la deuxième instruction c'est scanf. Donc là, une petite erreur, donc P minuscule. Donc on utilise P ou bien S minuscule. Voilà, donc c'est ça comment établir une communication entre l'utilisateur et l'ordinateur. Maintenant, on va voir tout ça en détail. Alors, qu'est-ce que printf? Printf, comme j'ai déjà dit, c'est une instruction d'écriture. On affiche quelque chose à l'utilisateur. On permet d'afficher la valeur d'une expression sur l'écran. Alors, une expression, qu'est-ce qu'une expression? Soit une chaîne de caractères. Par exemple, nous voulons afficher à l'utilisateur, par exemple, bonjour. Donc là, si vous voulez afficher quelque chose, donc on doit mettre l'expression ou bien notre message bonjour entre deux guillemets. Donc il ne faut jamais oublier mettre la chaîne entre deux apostrophes ou bien deux guillemets. Ensuite, printf permet d'afficher la valeur d'une variable. Par exemple, on suppose qu'on a une variable x, la valeur de cette variable au niveau de la mémoire c'est 6. Nous voulons afficher à l'utilisateur le contenu du 6. Alors pour faire ça, on doit mettre entre printf le nom de la variable x. Et là, il faut utiliser la variable sans les deux guillemets. Alors pour plus de détails, donc printf se compose de deux parties généralement. Donc la première partie et la deuxième partie. Donc ça c'est la première partie et ça c'est la deuxième partie. Alors maintenant, je vais vous expliquer la première partie. Vous voulez afficher un message de texte. Toujours, il faut utiliser les deux guillemets. Donc ça, c'est le texte à afficher. Des fois, nous voulons afficher, comme tout à l'heure, on a dit print fx. Donc là, normalement, ça c'est une erreur. On ne met jamais comme ça. Si vous voulez afficher le contenu d'une variable, il faut préciser le format de cette variable. Comment? Par exemple, pour les nombres entiers, le spécificateur de format, c'est quoi? C'est pourcentage d. Comment afficher la valeur de x normalement? Ça, c'est dans les autres langages de programmation, comme par exemple Java ou bien dans des langages comme Python. Mais au niveau du langage C, on utilise printf. Alors là, la deuxième partie, donc là, je reviens après à ça. Donc la deuxième partie, on met les noms des variables, ou bien les constantes, ou bien des expressions, comme par exemple x plus y. Alors la deuxième partie est après la virgule. Donc là, on met x. Mais pour la première partie, il faut préciser le format de x. Pour préciser le format de x, on utilise le spécificateur de format de x entre deux guillemets. Dans ce cas-là, donc on doit préciser le spécificateur avec pourcentage d. Donc pourcentage d, on va voir par la suite les différents spécificateurs de format pour tous les types de données. Par exemple, ça c'est comment afficher la valeur de x. Dans cette partie-là, on peut aussi utiliser des caractères d'échappement. Donc caractères d'échappement, par exemple, je vous donne un exemple. Vous voulez afficher au niveau de l'écran bonjour. Mais là, vous voulez laisser, par exemple, l'espace. Et par exemple, vous voulez afficher par la suite bonjour Ali, donc comme ça.
Et là, vous voulez laisser de l'espace, mais avant de laisser de l'espace, c'est passer à la ligne suivante. Alors là, on utilise les caractères d'échappement. Par exemple, pour donc là, l'espacement ici, ou bien la tabulation, on utilise anti-slash. Voilà, anti-slash T pour laisser l'espace. Si vous voulez passer à la ligne suivante, on utilise anti-slash N. Voilà, et on a d'autres caractères d'échappement qu'on va voir par la suite. Alors, c'est ça juste l'explication de la syntaxe de la fonction printf. Pour plus de détails, donc on va travailler sur les exemples suivants. Alors, si on met printf entre deux guillemets, Maroc, tout simplement on affiche Maroc ou bien le message à l'écran, sans aucun problème. Le problème sera posé avec les variables. Alors, comment afficher les valeurs des variables? Et là, il faut utiliser deux choses. Il faut utiliser donc le spécificateur de format et aussi il faut utiliser la variable. Là, par exemple, au niveau de l'écran, on est en train de faire quoi? Au niveau de l'écran, on va afficher la première partie telle qu'elle est. Donc A égale. Donc A égale sera affiché tel qu'elle est. Au lieu de cet emplacement, on va mettre le contenu de cette variable. Alors là, le spécificateur de format de cette variable. Alors, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, D, c'est le nombre entier. Alors, par exemple, si on a dans la mémoire de l'ordinateur la variable A avec la valeur 4, alors au niveau de l'écran, on va afficher A égale 4. Voilà. C'est ça, donc, le rôle de cette instruction. Il signifie afficher à l'écran le contenu de la variable A plus le petit message là. Si on a le message suivant, alors, à votre avis, quel est le résultat de cette instruction? Alors, le résultat de cette instruction, tout simplement, on va afficher à l'écran d'abord les coordonnées, ainsi de suite, sont. Et après, on a là pourcentage F. Pourcentage F, c'est-à-dire le spécificateur de format de la première variable après la virgule. Donc, ça, c'est la première variable. Et ça, c'est la deuxième variable. Alors là, on va mettre le contenu de x. Par exemple, on suppose que x, ça c'est y, x c'est 3,2, y c'est 4,6. Alors au niveau de l'écran, on va afficher la valeur de x, c'est-à-dire 3,2, virgule, donc on a ici virgule, après 4,6. Voilà, donc c'est ça l'objectif de cette instruction. Il permet d'afficher à la fois un petit message et aussi le contenu d'une variable. Alors généralement, ça ce sont les types d'utilisation de printf. Soit on l'utilise pour afficher uniquement un message, soit on l'utilise pour afficher les valeurs des variables. Ce qui concerne les spécificateurs de format, si vous êtes en train d'utiliser une variable de type entier, le spécificateur c'est pourcentage D. De type long, c'est LD. De type float ou bien double, c'est pourcentage F. Du type char, c'est pourcentage C. Donc on va revenir à ça dans les exercices et aussi dans quelques explications par la suite. Pour les caractères d'échappement, donc ce caractère-là permet de passer à la ligne suivante. Ce caractère d'échappement permet d'exécuter la tabulation. Donc par exemple, si vous avez par exemple la ligne 1 avec anti/n, vous passez à la ligne 2, toujours dans l'écran. Avec tabulation, vous pouvez par exemple, au niveau de la ligne numéro 1, par exemple, donc on a vu déjà ça, juste un petit rappel. Donc lorsque vous utilisez tabulation au départ, vous laissez l'espace là, donc aucune chose là, et après ligne par exemple 1. Et après si vous utilisez anti/n, vous reviendrez à la ligne suivante et vous commencez d'ici. Si vous ajoutez la tabulation, vous aurez aussi la tabulation là. Si vous voulez afficher l'apostrophe, si vous avez par exemple dans votre printf par exemple, donc par exemple l'instruction par exemple. Normalement, au moment d'affichage, vous aurez une erreur puisque l'ordinateur va trouver, ou bien langage C va trouver des difficultés avec l'apostrophe. Donc pour afficher l'apostrophe sans aucune erreur, il faut ajouter avant l'apostrophe anti/. Si vous voulez pareil pour le guillemet, donc il faut ajouter l'anti/ avant le guillemet. Si vous voulez afficher anti/, il faut utiliser deux anti/. Si vous voulez afficher
le pourcentage, il faut utiliser 2 pourcentages. Alors pour bien comprendre les choses, on va revenir à notre code blocks. Alors on va essayer d'abord de tester la fonction printf, voilà, comme ça. Donc là, on peut afficher par exemple hello world. Et on va voir le résultat de cette instruction. Alors maintenant on peut compiler, aucune erreur. Maintenant on peut exécuter puisque le programme nous donne un résultat. Le résultat c'est au niveau de l'écran, on affiche hello world comme ça. Alors vous pouvez déclarer des variables, par exemple int x. Donc ça c'est la déclaration. Après on peut affecter à x la valeur 7 par exemple. Et après nous pouvons afficher la valeur de x. Donc comment afficher la valeur de x? Print f. Donc vous pouvez utiliser la manière suivante. Donc la première partie c'est le spécificateur de format et la deuxième partie c'est la variable. Notre variable c'est x. Le spécificateur de format c'est de cette variable, c'est une variable de type entier, alors pourcentage d. Si vous faites comme ça, vous aurez là une petite erreur, point virgule, il ne faut jamais oublier point virgule. Après run, et là, vous aurez fait le word set. Donc maintenant, vous allez comprendre l'intérêt des caractères d'échappement, surtout anti/n, qui permet de passer à la ligne suivante. Donc on va l'ajouter au niveau de cette ligne. Pourcentage n. Alors là, ça c'est build permet de compiler, c'est-à-dire de créer le code machine de notre programme sous forme de 0 et de 1. Si bien sûr on n'a aucune erreur, sinon s'il y a une erreur, il sera affiché en rouge là. Et là permet d'exécuter notre programme. Ou bien vous pouvez utiliser le troisième bouton qui permet de faire les deux en même temps. Voilà, donc là hello world set. Alors là, on va un peu améliorer notre code. On peut afficher par exemple là x égale. C'est toujours bien d'ajouter des indications à votre code x égale et de ne pas laisser le résultat donc tel qu'il est. Donc, c'est juste une amélioration au niveau d'affichage pour augmenter la lisibilité de votre code. Voilà, donc x égale. Ensuite, je peux déclarer d'autres variables, par exemple des variables de type double, donc a, b. Ensuite, je peux donner la valeur à a, par exemple la valeur 2.2. Je peux donner à la variable b, par exemple, la valeur 5.6. Voilà, et je peux par la suite afficher les deux, printf. Alors là, pour un peu améliorer le code, toujours, donc on va ajouter retour à la ligne au niveau de cette printf pour afficher les valeurs dans une nouvelle ligne, donc les valeurs de a et b. Après, on peut ajouter a égale. Et là, vous mettez quoi? Pourcentage. Quel est l'indicateur de format de double? C'est f, virgule. Et après a, dans ce cas-là, b reçoit ou bien égale la valeur de pourcentage f. Voilà. Et après virgule, et vous mettez la variable a, virgule, la variable b, et après point virgule. Donc on va tester notre code. Voilà, maintenant on affiche a égale 2.200 pour b, b c'est égal 5.06000. Alors comme vous voyez là, on a un petit problème avec les zéros. Donc on n'a pas contrôlé le nombre des virgules qu'on doit l'afficher après la virgule. Donc pour contrôler tout ça, donc c'est très simple. Vous ajoutez ici dans l'indicateur de format entre pourcentage et f le nombre que vous voulez afficher après la virgule. Par exemple, point 2, et là on va afficher deux nombres après la virgule. Si vous voulez afficher un seul, donc point 1. Alors on va exécuter. Et voilà, donc ça c'est 2.20 et ça c'est b, c'est 5.6. Voilà. Maintenant on peut même afficher dans printf. Donc là, avant de passer à printf, donc je vais revenir à la ligne. Donc vous pouvez juste ajouter ce caractère d'échappement. Alors là, printf, et là on peut afficher a plus b. Donc a plus b, le résultat de a plus b. Donc directement au niveau de notre printf. Donc puisque printf permet aussi d'afficher le résultat d'une expression. Donc pourcentage. Donc quel est le résultat? Le résultat normalement c'est aussi de type float. Donc là, point de f. Et après, on va ajouter là a plus b. Donc vous mettez dans a plus b et là, automatiquement, CodeBlocks va faire le nécessaire pour calculer la somme des deux. Donc voilà, donc 7.2 plus 5.6 va donner 7.8. Voilà. C'est comme ça on peut utiliser l'instruction printf. Voilà, maintenant on passe à l'instruction suivante. Avant de passer à l'instruction suivante, l'instruction qui permet de récupérer ce que l'utilisateur va saisir avec scanf, j'aimerais juste vous montrer comment on peut afficher ce message là et afficher ce message là.
Alors, pour afficher le premier message, on a deux choses. On a déjà l'espace avant et là, on doit revenir à la ligne suivante. Et après, on peut afficher le deuxième message. Alors, essayez de vous-même d'écrire ou bien d'ajouter les instructions qui permettent de faire tout ça. Alors, quelles sont ces instructions? Ce sont les suivantes. D'abord, on met printf entre deux guillemets en t/t, donc pour créer la tabulation au départ, cet espace-là. Et après, programme qui calcule la somme. Et après, pour revenir à la ligne suivante, on ajoute pourcentage %n. Et après, pour la deuxième, donc on met entre deux guillemets, veuillez entrer la valeur de A directement pour afficher ce message-là. Maintenant, on passe à l'instruction scanf. Scanf, c'est une instruction qui permet de demander, on demande à l'utilisateur de saisir ou bien de fournir des informations. Et après, chaque information donnée par l'utilisateur est stockée dans une variable. Bien sûr, lorsqu'on récupère quelque chose, généralement, cette chose-là, c'est la valeur d'une variable. Alors, comment faire tout ça? Bien sûr, à l'aide de l'instruction suivante. Là, vous avez scanf, et là, vous mettez le format numéro 1, format numéro 2, ainsi de suite. Et là, l'adresse. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Par exemple, vous voulez que l'utilisateur entre la valeur d'une variable x à l'aide du clavier. Alors, comment faire ça? Donc, on sait déjà que x de type int, pour faciliter les choses. Alors, il faut utiliser scanf. Scanf, il y a deux choses séparées par la virgule. Il y a la première chose entre les deux guillemets et la deuxième chose. Alors, je commence avec la deuxième chose. Là, on met généralement le nom de la variable. Mais avant le nom de la variable, il faut ajouter l'adresse. Voilà, le nom de la variable précédé par l'adresse. Donc l'adresse, c'est e-commercial. Alors, on va revenir à tout ça dans la partie des pointeurs. Donc là, on doit préciser l'adresse où il se trouve notre variable. Et c'est comme ça, nous pouvons donner à l'ordinateur la possibilité de stocker le contenu de x dans l'adresse mémoire de x. Donc c'est ça l'objectif généralement. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'au niveau de scanf, toujours on doit mettre x ou bien le nom de la variable. Mais avant le nom, il faut mettre le i commercial. Et là, il faut préciser, comme l'habitude, le spécificateur de format. Le spécificateur de format d'une variable x, c'est de type int, c'est pourcentage %d. C'est comme ça. Si vous avez plusieurs variables, par exemple x et y, vous pouvez utiliser scanf de la manière suivante. Donc là, pourcentage %d, après pourcentage %d, donc sans laisser de l'espace, le i commercial x, virgule, le i commercial y. Donc là, il ne faut pas laisser les espaces soit avant, soit entre pourcentage %d, ou bien après pourcentage %d. Voilà, donc je vous donne quelques exemples. Si on met comme ça, donc on a vu cet exemple-là, ça c'est tout simplement, on demande à l'utilisateur de saisir ou bien de fournir la valeur de x. X, dans ce cas-là, d'après l'indicateur de format, c'est une variable entière. Après, si on met scanf entre deux guillemets, pourcentage %c et au commercial y, là, on est en train de demander à l'utilisateur de saisir la valeur de y. La valeur de y, dans ce cas-là, c'est de type char, puisqu'on a pourcentage %c. Si on met comme ça, là, on demande à l'utilisateur de fournir à la fois les valeurs de trois variables. Pourcentage %d, pourcentage %d, pourcentage %d pour la variable jour, pour la variable mois et pour la variable année. Et toujours, il ne faut jamais oublier le i commercial. Alors voilà, donc ça c'est l'objectif, ou bien comment l'utiliser. Maintenant, je passe à code block, on va essayer d'utiliser l'instruction scanf. Voilà, donc ça c'est déjà notre programme. Alors on va essayer maintenant de donner la possibilité à l'utilisateur pour saisir la valeur de x. Qu'on a défini la valeur de x, nous aimerons maintenant que l'utilisateur entre la valeur de x. Alors comment faire ça? On peut utiliser, comme j'ai déjà dit, scanf de la manière suivante, entre deux parenthèses, deux guillemets, on doit préciser l'indicateur de format de x, c'est pourcentage x, pourcentage d, désolé, et là, il faut mettre x, mais avant x, il faut mettre le i commercial x, comme ça, et après, point, virgule. Voilà, maintenant on va tester notre code. Voilà, donc hello world, lorsqu'on tape 6, nous aurons la valeur 6 pour x. Donc là, nous aimerons demander à l'utilisateur, on va dire veuillez saisir la valeur de x, par exemple. Ça va donner plus de lisibilité à votre code.
Après, voilà, exécuter. Donc voilà, veuillez entrer la valeur de x et là 9. Et voilà, x c'est 9. On va refaire la même chose avec les autres variables. Alors pour a et b, voilà, on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de a et de b. Donc là, copier-coller pour gagner du temps. Voilà. Alors, veuillez saisir la valeur de a. Veuillez saisir la valeur de B. Et là, on a A et B de type double. Donc, on va mettre là l'indicateur F. Donc, il faut faire attention, F, pas D. Ensuite, on va mettre là l'adresse de A. Et ça, c'est l'adresse de B. Et on va tester. Alors là, c'est X. On va donner 8. La valeur de A, c'est 2. La valeur de B, c'est 5. Normalement, nous aurons des 0. Alors, la raison est très simple. Au niveau de scanf, il y a une petite différence entre double et float, mais juste dans le scanf. Donc je vais montrer d'abord est-ce que cela va fonctionner pour float. Donc on change le type de A à float. Normalement, float, il n'y aura aucun problème. Donc là, 5, 6, 3, 2.2, 4.5, c'est fonctionnel. Mais le problème, c'est avec le type double. Le type double, on a une petite remarque. Là, il faut mettre au niveau de scanf, le scanf LF. Donc LF. Donc il faut ajouter LF pour recevoir maintenant ou bien pour récupérer le contenu d'une variable de type float. Donc là, on va mettre ça, c'est entier 2. Là, c'est 4 et là, c'est 0.3. Maintenant, voilà, il est fonctionnel. Donc là, c'est la petite différence entre double et float au niveau de quoi? Au niveau de scanf. Mais généralement, on utilise la plupart du temps float pour ne pas tomber dans ces problèmes-là. Et voilà, donc ça, j'ai une petite dernier test. Par exemple, là, voilà. Comme vous voyez là, vous pouvez déclarer des variables comme ça et toujours vous aurez des résultats d'une façon automatique. Voilà, maintenant on passe à la partie suivante. Avant de passer à la partie suivante, j'aimerais revenir à cette remarque-là. Lors de l'exécution de la fonction scanf, la machine attend. Comme vous avez remarqué tout à l'heure, donc lorsqu'on demande à l'utilisateur de saisir la valeur de x, l'ordinateur, il est bloqué, il attend, ou bien le console est bloqué, il attend quoi? Il attend la réaction de l'utilisateur. Il doit réagir pour saisir la valeur de x. Donc, il attend que l'utilisateur fournisse la valeur afin de pouvoir continuer l'exécution des autres instructions de l'algorithme ou bien de programme dans ce cas-là. Voilà, donc ça c'est juste une petite remarque. Donc, comment faire cette opération? C'est-à-dire demander à l'utilisateur de saisir cette valeur-là. Donc, c'est très simple, on fait scanf %t et là notre variable, le nom de cette variable c'est a, donc et commercial a. Et après il ne faut jamais oublier point virgule. Alors maintenant on passe à un exercice, donc l'exercice du printf et aussi de scanf. Maintenant nous aimerons écrire un programme qui calcule l'aire d'un cercle, l'aire ou bien la surface d'un cercle. Alors, j'ai divisé le programme en 10 questions. Généralement, vous devez faire comme ça dans vos programmes. D'abord, il faut identifier les données. Dans un premier temps, il faut donner les instructions de déclaration des données, les variables constantes. Dans un deuxième temps, il faut donner les instructions qui donnent à l'utilisateur de taper les valeurs des données. Dans un troisième temps, il faut donner les instructions de traitement qui utilisent les données pour trouver des résultats. Et finalement, une chose très très importante, il faut donner les instructions qui permettent d'afficher le résultat. Alors dans ce cas-là, on va travailler sur un cercle. L'objectif, c'est que l'utilisateur possède le rayon généralement et il voulait calculer la surface de la cercle. Alors quelles sont les données? Donc vous avez rayon, vous avez la surface ou bien l'aire et aussi vous avez donc la constante PI 3,14. Donc ça ce sont les données. Donc maintenant je vais vous donner les instructions de déclaration de ces données là. On a déjà deux variables. Donc rayon et la surface, donc j'ai choisi rayon et surface, donc vous pouvez choisir d'autres noms R et S par exemple. Le type c'est float et après on a la constante, donc la constante commence toujours avec const et après le nom ou bien le type de cette constante c'est float et après vous avez là le nom qu'on va choisir pour cette constante c'est PI.
Après égal, et là, vous mettez 3.14 et là, vous mettez point virgule. Donc, c'est comme ça, on fait la déclaration de nos données. Donc, deux variables et une constante. La deuxième question. Donner les instructions qui donnent à l'utilisateur la possibilité pour saisir les valeurs des données. Donc, quelles sont les valeurs qu'on doit récupérer? On a besoin d'une seule donnée ou bien d'une seule variable, c'est la valeur du rayon. Alors là, on va afficher un petit message à l'utilisateur, via entrer la valeur du rayon, et après on va récupérer le rayon à l'aide de quoi? À l'aide de scanf. Comme ça. Printf, via entrer la valeur du rayon de sac, et après on va récupérer la valeur du rayon en utilisant scanf de la manière suivante. Scanf, là, de la première partie, l'indicateur de format c'est F, et après le commercial rayon. Maintenant, c'est le temps des instructions de traitement. Maintenant, on doit calculer le résultat. Donc le résultat, en mathématiques, comment on calcule la surface? Donc surface normalement S, c'est R à la puissance 2 fois P. Donc comment formuler ça au niveau de programmation? Vous pouvez utiliser la méthode suivante. Si surface, donc utilisons les mêmes variables, c'est le rayon fois le rayon. Après, je veux revenir à comment utiliser la puissance, comment on calcule par exemple x à la puissance 10. Il y a une instruction qu'on utilise pour ça. Et tout ça fois pi, le nom de cette constante. Jusqu'à maintenant, c'est bon. La plupart des étudiants oublient la dernière partie, la plus importante, c'est l'affichage du résultat, le résultat de votre programme. Il faut bien sûr afficher le résultat. Donc, on doit afficher la valeur de la surface. Comment faire ça? Vous pouvez utiliser l'instruction suivante, printf, l'aire de cercle dans ce cas-là est, et là vous mettez pourcentage F, et là vous allez afficher dans cet emplacement la valeur que vous avez déjà calculée pour surface. Donc l'indicateur de format c'est pourcentage F. Voilà, donc ça c'est un petit exercice. On a vu les différentes parties qu'on a vues jusqu'à maintenant, la déclaration des données, l'utilisation de printf et de scanf. Maintenant, on passe à une chose très importante à propos du programme, c'est la structure. Comment écrire un programme? Alors, généralement, un programme se compose de trois choses. Premièrement, il faut commencer votre fichier avec l'appel des bibliothèques. Généralement, la bibliothèque qu'on utilise dans presque tout le programme, c'est Studio.h. Cette bibliothèque contient les deux fonctions, printf et scanf. Si par exemple vous avez oublié cette ligne-là, l'ordinateur va vous donner des erreurs lorsque vous êtes en train d'utiliser printf ou scanf dans votre programme. La deuxième chose, c'est la fonction principale. Donc on va revenir à la partie de fonction dans un autre vidéo, mais une petite définition d'une fonction. Donc qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, toujours on a un type de retour. Par exemple, le type de retour de cette fonction ici, int. Alors pour cette raison-là, on doit ajouter return 0, sinon vous aurez une erreur. Donc il faut juste maintenant utiliser les choses telles qu'elles sont. Après, vous allez comprendre avec les exercices l'intérêt de chaque partie. Après, ça c'est le nom de la fonction. Alors la fonction principale toujours possède le nom main. Donc ça c'est la fonction principale que vous allez trouver dans tous vos programmes. Et là, entre deux parenthèses, vous mettez là normalement les arguments, mais actuellement on met rien. Et là, c'est l'alcoolade entrant et ça c'est l'alcoolade fermant. Et entre les deux, vous mettez les instructions et il ne faut pas oublier return 0, sinon vous aurez une erreur. Alors, l'essentiel, il faut juste apprendre par cœur tout ça. Include int main de parenthèse de l'alcoolade et là vous mettez return 0 et après vous ajoutez là vos instructions. Et après vous allez comprendre par la suite et on fera une mesure de l'intérêt de chaque partie de ce code-là. Et là, c'est la dernière partie, c'est la partie du traitement où vous mettez les instructions de déclaration, d'affichage, de lecture, de traitement et tout ça. Alors, pour bien comprendre tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on va essayer de créer ensemble un programme qui calcule le chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce que le chiffre d'affaires? Donc d'abord, un algorithme, ou bien là, on va créer un programme qui demande à l'utilisateur de taper deux choses, la quantité de produits vendus et le prix de vente. Et après, le programme va afficher à l'utilisateur le chiffre réalisé, ou bien le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Par exemple, si on a un utilisateur qui, par exemple, vend du pomme, par exemple. Alors, quel est le chiffre d'affaires? Donc, c'est le nombre de pommes vendues. Par exemple, il a vendu, par exemple, dans la première jour, par exemple, 50 pommes. Et après,
le prix de vente, donc ça c'est la quantité, le prix par exemple, ils vont chaque point par exemple avec 2 par exemple euros. Alors le chiffre d'affaires c'est 50 fois 2, donc normalement on doit trouver 100 euros par exemple. Alors comment écrire ce programme là? Alors pour faciliter les choses, je vous donne d'abord un exemple d'exécution de ce programme. D'abord le programme affiche ce petit message là, programme qui calcule le chiffre d'affaires. Ensuite, l'utilisateur, en utilisant le clavier, va saisir la première valeur, par exemple là 15, c'est-à-dire le nombre ou bien la quantité vendue. Après, l'utilisateur doit saisir le prix de vente, dans ce cas-là, c'est 4 dirhams. Et ensuite, donc le programme affiche à l'utilisateur 60. Comme vous voyez là, la première instruction, c'est d'affichage. La deuxième, c'est aussi d'affichage. Cette instruction, c'est de lecture. Cette instruction, c'est de lecture. Ça, c'est de l'affichage. Ça, c'est de l'affichage. Ok, donc pour faciliter encore les choses, on doit identifier les données et les résultats. Donc les données, donc clairement, ce sont les produits vendus. Ça, c'est le nom de la première variable. La deuxième variable, c'est le prix de vente. Et le résultat, c'est le chiffre d'affaires. Ça, c'est un exemple d'exécution. 15 produits, 4 euros. Le résultat, c'est 60 euros comme chiffre d'affaires. Maintenant, essayez de faire pause à cette vidéo et essayez d'écrire ce programme-là. Et par la suite, essayez de comparer votre programme avec la mienne que je vais le proposer maintenant. Alors voilà, donc ça c'est la structure d'un programme include studio.h. Donc là, si vous faites des espaces par exemple là, vous aurez des erreurs. Il faut faire attention. Donc là, il ne faut pas utiliser des espaces entre inférieur et studio ou bien h et supérieur. Alors, voilà, donc là, on n'a aucune erreur. Maintenant, il faut ajouter les instructions. Alors, la première instruction permet de faire la déclaration des variables. Alors, quelles sont les variables? Alors, on a une première variable, c'est le produit, la quantité, le nombre de produits vendus, c'est bien sûr un nombre entier. C'est produit, là, vendu. Voilà. La deuxième variable, c'est le prix de vente. Le prix de vente, c'est normalement de type float. Et là, ça, c'est le prix de vente. Après, virgule, CA, c'est le chiffre d'affaires. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'afficher un petit message à l'utilisateur en utilisant printf. Et là, on va afficher à l'utilisateur qu'on est en train d'écrire un programme. Donc, on va respecter l'affichage qu'on a vu dans l'explication qui calcule le chiffre d'affaires. Voilà, chiffre d'affaires. Après, on passe à l'instruction suivante. printf et là on va mettre ici un petit message entrée, on va afficher à l'utilisateur entrée la quantité de produits vendus. Voilà. Après, pour récupérer la quantité, bien sûr, on va utiliser scanf. Et là, on va mettre là le spécificateur de format, c'est D puisque entier. Et là, l'adresse de quoi? De produit. Produit, voilà, vendu. Et là, vous faites exactement la même chose, mais cette fois pour le prix de vente. Vous voyez ici, entrée, le prix de vente. Ensuite là, au lieu de D, on va mettre F puisque float. Et là, on va mettre tout simplement là, adresse de prix de vente. Voilà. Alors pour ajouter, ou bien pour accélérer la saisie, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'autocompilation. L'autocompilation, c'est-à-dire lorsque vous avez cette liste-là, vous choisissez la variable et tout simplement vous cliquez sur tabulation du clavier. Comme ça, et vous aurez automatiquement l'insertion de votre nom. Après, point virgule, maintenant c'est le temps de traitement. Le traitement, c'est le calcul du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est tout simplement le produit. Il y a les produits vendus fois, dans ce cas-là, le prix de vente. Voilà, comme ça. Et finalement, la dernière partie, c'est l'affichage des résultats. Donc, il ne faut jamais oublier l'affichage des résultats. Donc là, c'est avec printf. Alors, pour l'affichage, on peut dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise et là vous mettez pourcentage F, dans ce cas là l'indicateur de format, et là vous mettez, donc après la virgule, vous mettez la variable, dans ce cas là c'est CA.
Voilà, puisque c'est l'affichage, donc on n'utilise pas le e-commercial. Le e-commercial est utilisé avec scanf. Voilà, donc on va maintenant exécuter notre programme pour visualiser le résultat. Est-ce qu'il y a des erreurs? Bien sûr, il y a des erreurs. Là, on a oublié les points-virgules. Donc presque toutes les lignes. Voilà. Pas d'erreur. On passe à l'exécution. Voilà, là, on a l'affichage des deux lignes dans une seule ligne. Donc là, on doit ajouter là, retour à la ligne. Chiffre d'affaires. Voilà, comme ça. On va exécuter par la suite. Donc là, ici, on a oublié N. On exécute, voilà, chiffre d'affaires, programme. Là, on va afficher. Donc là, normalement, on doit ajouter un petit espace là, mais c'est pas grave. Donc là, comme vous voyez, on a un petit problème avec les accents. Accent et tout ça. Donc ça, c'est tout à fait normal puisqu'on utilise le code ASCII pour coder les caractères. Et pour le code ASCII, on a uniquement les caractères anglais. Donc là, pour éviter tous les problèmes, donc on doit utiliser le E sans aucun accent. Alors, on exécute à nouveau. Donc là, 6, le produit, le prix de vente, c'est 2,2. Et là, ça, c'est le résultat. Donc, on peut améliorer davantage notre code. Donc, on va ajouter l'espace là. Et là, on doit préciser le nombre des chiffres après la virgule. Alors, comment faire tout ça? Là, c'est l'espace ici, l'espace là. Et là, point 2F. Et là, on exécute à nouveau. Et voilà, donc 5, le produit 5.3, et là, ça c'est le résultat final. Donc vous pouvez ajouter même euro, par exemple. Ça c'est le euro, donc là, j'utilise tout guillemets. Vous pouvez faire comme ça, donc vous pouvez afficher la valeur, et là, concaténer avec la partie suivante. Donc là, ça c'est la première partie affichée, donc printf, ça c'est la deuxième, c'est variable, et vous pouvez ajouter après la virgule. La deuxième partie, on exécute et on affiche. Voilà. Donc 6, 3,6. Et là, c'est donc le résultat. Normalement, on doit afficher. Donc là, on a un petit problème. Donc, comme solution, nous pouvons, dans un premier temps, écrire la deuxième partie, mais dans une nouvelle ligne. Euro, juste l'euro. On va enlever cette partie-là. Et on va tester à nouveau. Normalement, il devra fonctionner cette fois. 6.9. Et voilà. Ça, c'est le résultat de votre programme. Alors, c'est ça normalement la forme générale d'un programme. Il faut récupérer les données. Il faut utiliser les données à travers les traitements pour trouver le résultat. Et finalement, il faut afficher le résultat. Maintenant, on passe à la partie suivante. Maintenant, on a la situation suivante. On a ce code-là qui était écrit par ce programmeur-là, donc ce code-là qui permet de faire une tâche. On suppose qu'on a un autre développeur ou bien un autre programmeur qui voulait modifier ce code-là, le même code. Est-ce que ce programmeur-là va modifier le code facilement? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune information à propos de ce code-là. Qu'est-ce que ça veut dire ces variables-là? On calcule quoi ici? Quel est le rôle de ce programme-là? Donc on a des difficultés. Alors, généralement, pour accentuer la lisibilité ou bien pour améliorer la compréhension d'un code, on ajoute ce qu'on appelle des commentaires. Les commentaires, ce sont des informations qui accompagnent un code qui ne sont pas exécutées. Ils sont destinés juste pour la lecture, pour une autre personne si vous voulez lire le code. Mais la machine va ignorer ces instructions-là. Alors, par exemple, ce code-là, ou bien ce programme-là, ça c'est un programme. C'est un programme qui calcule le salaire net. Alors là, SB c'est le salaire brut, CS ce sont les cotisations sociales, et SN c'est le salaire net. Et voilà, donc là on calcule le salaire net et ça c'est l'affichage du résultat. Voilà, donc ça c'est un exemple qui montre l'utilité des commentaires. Alors, pour résumer tout ça, donc pourquoi on utilise les commentaires? Ce sont utilisés pour juste accentuer la lisibilité d'un programme et aussi de faciliter sa compréhension par les humains. Ils ne sont pas destinés à la machine. Donc, on peut introduire des commentaires qui ne sont pas des instructions destinées à la machine, mais juste des indications données pour faciliter la lecture du programme. Des exemples, voilà des exemples des commentaires. Donc, généralement, pour ajouter un commentaire, on doit mettre le commentaire entre
slash étoile et étoile slash de la manière suivante. Et vous pouvez écrire n'importe quoi ici. Alors par exemple, cette opération-là, c'est la déclaration d'une variable, du x par exemple. Donc entre slash étoile et étoile slash. Cette opération-là, c'est par exemple l'affectation de la valeur 20 à la variable x. Alors voilà, donc ça juste quelques exemples. Je vais vous donner un exemple sur CodeBlocks. Alors des fois, vous pouvez ajouter des commentaires. Donc ça juste un exemple, mais vous pouvez l'utiliser dans d'autres contextes. Juste l'objectif des commentaires, c'est d'accentuer ou bien de faciliter la lecture du programme. Par exemple, là, on peut ajouter qu'on est en train. Donc là, on peut mettre ça ici. Donc ça, c'est la déclaration, par exemple, de la variable, par exemple dans ce cas-là, produit vendu. L'essentiel, il faut encadrer les commentaires par slash étoile et étoile slash. Voilà, maintenant on passe à la partie suivante de ce cours-là. La partie suivante, ce sont les expressions. Normalement, il y a 3 types d'expressions. On va commencer avec le premier type des expressions, ce sont les expressions arithmétiques. Les expressions arithmétiques sont utilisées pour effectuer des calculs. Par exemple, vous avez la variable a et vous affectez à la variable a l'expression arithmétique ou bien l'opération arithmétique suivante, puisqu'on a un opérateur arithmétique plus de 14 plus 6. Alors la valeur de cette expression ou bien le résultat de cette expression qui sera affecté à a après l'exécution de cette instruction, c'est la valeur 20. Voilà, ça c'est un exemple. Alors la forme générale d'une expression arithmétique est la suivante. Alors dans une expression arithmétique, on va l'utiliser au niveau des traitements, au niveau des calculs. On doit trouver des opérateurs arithmétiques comme plus, fois, ainsi de suite. On a aussi des variables comme par exemple la variable a qui sera utilisée pour contenir le résultat de l'expression. On a aussi des variables ou des constantes comme c et b. Et là, on a une valeur. On peut ajouter des valeurs au niveau des expressions, des parenthèses et aussi le signe d'affectation. Donc on peut utiliser tout ça pour faire des expressions arithmétiques. Alors, un petit résumé sur les expressions arithmétiques. Une expression arithmétique est formée par des combinaisons d'objets numériques, donc normalement des entiers ou bien des réels, et des opérateurs arithmétiques comme plus, fois, ainsi de suite. Une expression arithmétique donne un résultat numérique. Donc toujours, on doit affecter par exemple aux variables a une valeur, par exemple 6, 5, 2,2. De toute façon, un résultat numérique dont le type est entier ou bien réel. En ce qui concerne les opérateurs qu'on utilise, donc on a les 4 traditionnels, plus, moins, slash pour la division, et là c'est l'étoile pour la multiplication. Il faut faire attention, on utilise l'étoile. Et on a aussi le reste de la division entière, c'est le pourcentage. Je vais vous montrer un exemple par la suite. Il y a l'incrémentation plus, il y a décrémentation moins. Alors je vais vous montrer un exemple pour chaque opérateur. Donc on passe directement au slash. Pour les autres, on connaît déjà plus l'étoile et la soustraction. Pour le slash, il permet de calculer la division. Alors par exemple, si on a 10,3, donc 10 sur 3, normalement on va donner 3,333. Alors la valeur de a après l'exécution de cette instruction, c'est 3 par exemple, 333, ainsi de suite. Si on utilise le pourcentage, à la différence de slash, il calcule quoi? Il calcule le reste de la division. Alors 10 sur 3, le quotient naturel c'est 3, donc sans la partie décimale, et le reste c'est 1. Alors la valeur de a après l'exécution de cette instruction c'est 1. Voilà, comme ça. Si on utilise l'incrémentation, plus, donc l'opérateur incrémentation, a plus, ça signifie quoi? Signifie ou bien équivalent à écrire a égale a plus 1. On ajoute 1 à a. Par exemple, on a déjà la valeur de a. C'est 1. Après l'exécution de cette instruction, la valeur de a passe à 2. Voilà. Si on écrit a moins, donc on a déjà la valeur de a, c'est dans la mémoire, c'est 2. Si on écrit a moins, ça c'est l'équivalent de faire quoi? A égale a moins 1, ce qui va donner pour a. Donc a passe maintenant, ou bien on revient maintenant à 1. On fait la désincrémentation de a. De 1. Et voilà, donc ça ce sont les différents opérateurs. Donc on peut ajouter d'autres. Pour calculer la puissance, au niveau de la puissance, on n'a pas un opérateur particulier pour la puissance au niveau de langage C, mais nous pouvons utiliser la méthode suivante. On peut utiliser la bibliothèque. On doit ajouter une autre bibliothèque, c'est la bibliothèque math qui contient une fonction. La fonction c'est POW, power, qui permet de calculer x, dans ce cas-là, à la puissance y.
Voilà. Vous mettez ici la base et là, vous mettez l'exposant. Et automatiquement pour z, vous aurez la valeur de x à la puissance y, dans ce cas-là, 4 à la puissance 3. Et après, vous pouvez l'afficher tout simplement avec la manière suivante. Donc, c'est ça qu'on calcule la puissance. On doit utiliser la bibliothèque math et aussi utiliser la fonction pw avec deux paramètres. Le premier paramètre, c'est x et le deuxième paramètre, c'est y. Ou bien la base et le deuxième paramètre, c'est l'exposant. Ensuite, pour calculer la division entière au niveau de langage C, on utilise cet opérateur. Aussi l'opérateur slash de la division. Mais la différence ici, c'est le résultat. Le résultat doit être affecté à une variable de type entière. Alors, lorsqu'on affecte le résultat à une variable du type entière, automatiquement la variable va conserver juste la partie entière et elle va ignorer la partie décimale. Et comme ça, nous aurons dans la variable z le quotient entier. Donc, il se fait là d'affecter le résultat de la division à une variable, comme j'ai déjà dit, entière pour avoir la division entière. Alors, pour les autres, ils peuvent être des floats, des doubles ou bien même des int, mais l'essentiel, c'est que z doit être entier. Une dernière chose à propos des opérateurs, ce sont les opérateurs arithmétiques élargis. Les opérateurs arithmétiques élargis, c'est plus égal, moins égal, ainsi de suite. Alors, comment l'utiliser? Par exemple, vous avez l'opération suivante. Ça, c'est l'opération normale. X reçoit X plus Y. Alors, comme vous voyez là, on a la même variable ici et ici. Donc, pour un peu optimiser la structure, ou bien pour créer un raccourci à cette opération, nous pouvons utiliser l'opérateur arithmétique. C'est comme ça. X plus égale Y. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est en train de faire l'opération suivante. X égale X plus Y. Si vous faites par exemple X slash égale Y, ça signifie qu'on est en train de calculer la chose suivante. X reçoit X sur Y. Et la même chose pareil pour les autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les opérateurs élargis. Donc maintenant, on passe à CodeBlocks pour tester tous ces opérateurs. Alors, on commence avec ce code-là qui permet de calculer la puissance. Donc, on a vu départ. Donc, on va exécuter le code. Normalement, il y aura des erreurs. Donc, l'erreur, c'est que c'est de l'espace là. Donc, il faut enlever l'espace. On exécute à nouveau. Est-ce qu'il y a des erreurs? Pas d'erreur. Donc, ce code-là permet de calculer la puissance de 4 à la puissance 3. Donc, voilà. Voilà, donc c'est 64. Donc, là, vous pouvez... Donc ça, c'est le résultat sera affiché là. Alors là, vous pouvez afficher, donc vous mettez n'importe quelle valeur, par exemple 4 à la puissance 10, par exemple. Ça va donner la valeur, normalement, voilà, cette valeur-là. Alors voilà, donc c'est comme ça on calcule la puissance. Si vous voulez calculer, comme j'ai déjà expliqué, la division entière. Alors pour la division entière, vous pouvez utiliser pour le résultat une variable de type int. Par exemple z. Donc z déjà du type int. Donc, z reçoit par exemple 10 sur par exemple 8. Normalement, le résultat doit être 1. Donc on va voir. Voilà, c'est 1. Si vous voulez avoir le reste, donc pourcentage, et là vous aurez, je pense, la valeur 2, oui, exactement la valeur 2. Après, on va tester l'incrémentation. Par exemple, là, juste on va utiliser la variable x, et là, on va afficher la variable x. Donc là, normalement, si on affiche la variable x, normalement c'est 4, c'est tout à fait normal. Si on met plus, mais après la variable, c'est toujours 4. Puisqu'on affiche et puis on fait l'incrémentation. Si on affiche après, normalement nous aurons la variable. Donc là, si on affiche la x, nous aurons normalement 5 au départ. Donc là, retour à la ligne pour améliorer l'affichage. Voilà, normalement au départ c'est 4 et après 5. Alors la remarque, c'est que si vous faites plus après x, l'affichage sera exécuté et puis donc on incrémente le x. Si vous faites plus mais avant, là, on incrémente et après on affiche. Voilà, donc on incrémente et après on affiche, c'est 5, c'est tout à fait normal. Alors là, vous pouvez utiliser les opérateurs élargis, par exemple, voilà, donc x plus égale 50, normalement, il va donner la valeur 54, normalement. Voilà, c'est 54. Voilà, donc ça, ce sont des exemples d'affectation. Donc, vous pouvez tester tout ça. Donc, maintenant, on passe à un exercice. Alors, les exercices, on a ici des variables de type float. Donc, il faut faire attention, ce sont des variables de type float. Donc, on a un ensemble des instructions. On va essayer de déterminer la valeur de A, B et C après chaque instruction. On commence. Alors, quel est le résultat de cette expression? Quelle est la valeur de A?
4 plus 2, donc rapidement, le résultat c'est 6. Après, on a B reçoit plus A. Donc, il faut faire attention. Là, on fait l'incrémentation avant l'affectation. Alors là, quelle est la valeur de B? Déjà, la valeur de A deviendra 7, puisqu'on fait l'incrémentation avant. Et cette 7 là sera affectée à B. Alors là, on a 7, 7. Voilà, comme ça. Après, on a ici le C, on affecte à C quoi? La valeur de A, quelle est la valeur de A? Normalement, c'est 7. Valeur de A, c'est 7 fois la valeur de B. Mais avant l'incrémentation, puisque plus est après B. Alors, quelle est la valeur de B? Si 7, 7 fois 7, ce qui normalement va donner pour C 49. Mais après l'exécution de l'instruction, la valeur de B deviendra quoi? Deviendra 8. Voilà, c'est exact. Donc la valeur de B deviendra 8 et la valeur de C c'est 49. On passe donc power de C à la puissance 2. Donc ça c'est C 49 à la puissance 2, ce qui va donner cette valeur pour D. Donc la valeur 2401. Après, on a cet opérateur, c'est l'équivalent de quoi? De A égale A sur 2. Donc A, normalement, c'est 7. Et 2, donc 7 sur 2, ce qui va donner pour nous, selon la valeur de A, puisqu'on a des types float, donc 3,5. Si on a pour A la valeur, donc le type int, donc le résultat, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est 3. Voilà, 3,5. On passe. Là, on fait l'incrémentation avant. Alors là, la valeur de D deviendra, dans ce cas-là, 2402 moins C, donc la valeur de C, normalement, c'est 49. Si vous faites la soustraction, vous allez trouver la valeur suivante pour D. On passe, donc après C reçoit C moins B moins. Alors, on prend la valeur de C, c'est 49. Et on prend la valeur de B, mais avant la désincrémentation. Donc la valeur de B avant désincrémentation, c'est 8. 49 moins 8, ce qui va donner pour C dans ce cas-là, 41. Et après l'exécution de cette instruction, la valeur de B deviendra 7. Voilà, 7, 41. Finalement, essayez de vous-même de faire cette opération-là. Donc vous allez prendre la valeur de A avant la désincrémentation, c'est-à-dire 3,5 plus C, mais après la désincrémentation, c'est-à-dire 40, vous allez diviser tout ça sur B, c'est-à-dire 7. Vous allez affecter tout ça à B, donc essayez de calculer tout ça, mais après l'exécution de cette instruction, la valeur de A deviendra 2,5, la valeur de C deviendra 40, et le résultat, normalement, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, essayez vous-même de faire ces opérations pour bien comprendre chaque affectation. Maintenant, on passe à un autre type des expressions. Ce sont les expressions, on dit des expressions de comparaison. Le résultat d'une expression de comparaison, généralement, soit vrai, soit faux, ou bien true, ou bien false, c'est-à-dire un résultat booléen. Et pour cette raison, cette variable-là doit être de type au niveau de langage C de type bool. Et là, on a une comparaison. Là, on doit avoir un opérateur de comparaison. Ici, des valeurs. Alors, la forme générale est la suivante. Normalement, un opérateur de comparaison après une variable booléen. Et là, soit vous pouvez mettre là des valeurs numériques ou bien tout simplement des expressions arithmétiques, puisque le résultat d'une expression arithmétique, c'est un nombre numérique. Alors, comme j'ai déjà dit, une expression de comparaison dans un résultat booléen, c'est-à-dire vrai ou faux ou bien true ou false. Les opérateurs les plus utilisés, on a supérieur, inférieur. Pour tester l'égalité, on utilise égal, égal deux fois. Il faut faire attention, égal, égal deux fois pour tester l'égalité. Inférieur ou égal comme ça, supérieur ou égal comme ça. Et pour tester, est-ce que deux nombres sont différents ou non, on utilise point d'exclamation égal. Point d'exclamation égal, c'est pour tester est-ce que deux nombres sont différents ou non. Ou bien deux expressions arithmétiques sont différentes ou non. Donc ça, c'est la forme générale. C reçoit dans les deux côtés d'une expression de comparaison de nombres et après un opérateur de comparaison. Alors là, pour tester tout ça ou bien pour bien comprendre ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on va travailler sur l'exercice suivant. Donc on suppose que A est de type booléen. On va vérifier est-ce que 5 est supérieur à 3.
Donc dans ce cas-là, 5 est vraiment supérieur à 3. Alors le résultat après l'exécution de cette instruction pour A, c'est true. Ou bien, vous allez trouver la valeur 1 au niveau de la variable A. Ensuite, est-ce que 2 est différent de 4? Bien sûr, si oui, alors le résultat c'est true ou bien 1. Est-ce que 1 est supérieur à 8? Bien sûr, c'est non, alors le résultat c'est false ou bien 0. 0 ou bien 1. Après, le résultat, ici, on a des expressions arithmétiques là, une valeur là, donc 50 sur 3. Ce qui va donner ici, c'est 16, et 16 fois 3, 48, donc le reste c'est 2. Est-ce que 2 égale à 2? Oui, alors le résultat c'est true. Alors, pour les deux dernières, donc vous pouvez vous-même tester les deux. Donc normalement, le résultat, normalement, dans la première expression, c'est false. Cette expression n'est pas supérieure à cette expression. Et pour la dernière, normalement, ici on a 12. Ou bien moins 12, est-ce que moins 12 est inférieur ou égal à 5 moins 18? Donc 5 moins 18, ce qui va donner 13. Moins 13. Est-ce que moins 13 est supérieur à moins 12? Normalement, c'est false. Normalement, on doit trouver false. Pour les deux dernières, on va les tester sur CodeBlocks pour s'assurer que on aura false, false dans les deux ou bien 0, 0 dans les deux. Voilà, donc ça, ce sont les deux expressions. Alors, power, c'est pour... Donc, on doit utiliser math. Et pour A, normalement, c'est du type bool. Donc là, bool A. Après, pour utiliser ce type-là, donc là, on doit utiliser aussi la bibliothèque Studio bool. Ensuite, on va afficher A. Donc là, pour afficher A, donc printf. Donc là, entre parenthèses, donc on va utiliser le spécificateur pour le type boolien, c'est D, puisque on va afficher une valeur entière, c'est-à-dire 0 ou 1. Après, la variable c'est A. Donc là, normalement ici, après la première instruction, on va ajouter la retour à la ligne. Voilà, comme ça, et après on va afficher la deuxième. Alors on va exécuter tout ça. Voilà, normalement ici, point virgule là, on doit retrouver 0, 0 dans les deux. Voilà, 0, 0 dans les deux, c'est-à-dire false, false dans les deux, pour les deux opérations. Maintenant, on passe à au dernier type des expressions. Alors, pour bien comprendre ce dernier type des expressions, on se pose la situation suivante. On a un étudiant qui voulait accéder à une école d'ingénieur. Alors, pour accéder à une école d'ingénieur, il faut satisfaire deux critères, ou bien deux conditions. La première condition, il faut avoir le baccalauréat. Et la deuxième condition, il faut passer avec succès le test d'entrée à l'école. Alors, pour résumer tout ça, il faut vérifier la première condition du baccalauréat. Il faut vérifier aussi la deuxième condition. On a uniquement deux cas. Soit l'étudiant n'a pas encore leur baccalauréat, ou bien il a son baccalauréat. La même chose. On a deux cas pour le test, soit l'étudiant a réussi le test, soit l'étudiant n'a pas réussi le test. Alors, on peut considérer que le baccalauréat et le test là, ce sont des valeurs booléennes, puisque soit vrai, soit fausse. Et pour accéder à l'école, il faut que cette condition soit vraie et la deuxième condition soit aussi vraie ou bien true. Cette activité nous donne un autre type des opérateurs, c'est les opérateurs logiques. Par exemple, là, I. Puisqu'il faut satisfaire la première condition et aussi la deuxième condition. Là, on a mis I, ou bien en anglais, c'est AND. Et on va voir quelques exemples des expressions logiques. Alors, quelle est la forme générale d'une expression logique? Toujours l'opérateur qu'on doit utiliser, c'est un opérateur logique. Ça, c'est I en algorithme. C'est l'équivalent de I en algorithme. Ou bien en anglais, AND. Alors, il faut satisfaire la première condition, il faut satisfaire la deuxième condition. Comme par exemple l'exemple de l'entrée à l'école d'ingénieur. Il faut avoir le baccalauréat et aussi il faut passer avec succès le concours d'entrée. Et même on peut ajouter d'autres conditions. Il faut avoir le baccalauréat et il faut avoir une note supérieure à 17 par exemple, et aussi il faut réussir dans le test. Donc vous pouvez ajouter assez de conditions. Après, le résultat doit être affecté à une variable booléenne. Après, donc par exemple, l'exemple de l'accès à l'école d'ingénieur, soit l'étudiant va accéder, soit va échouer à accéder à l'école. Donc il y a uniquement deux choix. Et dans les deux côtés, on doit avoir des expressions de comparaison, ou bien tout simplement, nous pouvons avoir ici des valeurs booléennes, par exemple false, true, et aussi soit false, soit true. Ou bien nous pouvons formuler ça à l'aide des expressions de comparaison. Est-ce que B est supérieur à A, donc soit vrai, soit faux. La même chose pour la deuxième expression de comparaison.
Voilà, donc ça c'est la forme générale d'une expression logique. Pour les expressions logiques, sont composées d'expressions de comparaison par des opérateurs logiques. Dans les deux côtés, on trouve des expressions de comparaison, comme ça. Et entre les deux, on trouve un opérateur logique. Alors, l'expression logique dans un résultat booléen, soit vrai, soit faux. Et au niveau de langage C, il y a trois types, ou bien trois opérateurs logiques. On a AND, II, on a ou bien OR, donc ça c'est AND, OR, ou bien ou, c'est deux barres verticales. Et on a NOT, ou bien en anglais c'est NOT, donc pour l'utilisation, on utilise point d'exclamation. Voilà, donc pour bien comprendre tous ces opérateurs logiques, on suppose les situations suivantes. On suppose qu'on a deux expressions de comparaison ou bien deux valeurs booléennes. Alors la valeur booléenne soit false, 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 true, true, false ou bien true, true. Donc ça, ce sont les différentes valeurs. Et là, on a les opérateurs logiques. Deux et commercial, deux barres verticales et on a l'opérateur NOT. Pour avoir le résultat true entre deux expressions de comparaison, bien deux valeurs booléennes qui utilisent l'opérateur AND ou bien de et commercial, il faut que les deux expressions ou bien les deux valeurs booléennes soient true. Si on a au minimum une, donc automatiquement l'expression deviendra false, puisque c'est tout à fait normal. Donc pour satisfaire une condition où on a i, pour accéder à l'école, il faut satisfaire cette condition et cette condition. Les deux doivent être vrais. Pour ou, par exemple, pour accéder à l'école, on doit satisfaire cette condition ou bien cette condition. Alors là, c'est tout à fait normal que pour avoir le résultat true, il faut avoir au minimum une des expressions ou bien une des valeurs booléennes est true. Donc au minimum, les deux true, donc c'est aussi non true. Si les deux sont false, ou bien sont faux, alors le résultat c'est faux, ou bien dans ce cas-là c'est false. L'opérateur NOT, il permet de donner le contraire. Par exemple, si on a quelque chose false, il deviendra true. Si on a une chose qui true, deviendra false. Voilà, donc true pour les deux false et false pour les deux true. Donc c'est ça la différence entre les différentes expressions logiques. On passe maintenant à un petit exercice pour bien maîtriser tout ça. On a deux variables, la variable A et la variable B. Donc pour la variable A, on a la valeur 5 et pour la variable B, on a la valeur 6. Alors après l'affectation des deux, donc on a 5 et 6 dans les deux. Donc pour les autres, ce sont des variables logiques, c'est-à-dire booléens. Alors on va affecter à C quoi? On va affecter à C B supérieur à A. Alors est-ce que B est supérieur à A? Donc est-ce que 6 est supérieur à 5? Oui, donc ça c'est true. And est-ce que 3 est supérieur à B? Est-ce que 3 est supérieur à 6? Donc c'est false. Alors on a and, donc automatiquement le résultat c'est false puisque les deux doivent être true pour que C soit true. On passe, est-ce que A égale à 5? Oui, donc c'est true. Donc on a l'opérateur deux barres verticales ou bien ou. Alors même on peut arrêter là et on peut dire que le résultat c'est true. Donc même puisqu'on a OR, donc cette condition ou bien cette condition. Et si vous voulez, vous pouvez continuer. Donc puisqu'on a au minimum une des deux côtés est true. Donc là, est-ce que B est supérieur à 10? Est-ce que B, donc là 6, donc ça c'est normalement c'est false. Mais on a une partie true, donc le résultat c'est true. Alors le contraire de C. Donc pour C, on a false, donc le nom de false c'est true. Après on a C, là le résultat de C c'est false, and entre deux parenthèses, E dans ce cas là c'est quoi? E c'est true, et on a and pour D c'est true. Alors cette partie là est true or false. Donc on a au moins une partie true, donc pour l'opérateur O, alors automatiquement le résultat c'est true. Alors on passe à la dernière opération. Donc on va commencer. Donc la première partie c'est le nom de E. Le nom de E, E déjà c'est true, donc le nom de true c'est false. C'est bon. And F, donc normalement F dans ce cas là c'est true. Voilà. Or, après on a C, dans ce cas là C c'est false. F,
and D dans ce cas-là c'est true. On va commencer. Alors on a and entre false et true, donc automatiquement c'est false puisque les deux doivent être true pour que le résultat soit true. Or dans ce cas-là f et donc false et true, donc là la même chose, pareil, c'est false. Donc false ou false, le résultat c'est false puisqu'on doit avoir au minimum une des deux côtés true pour avoir le résultat true pour G. Et voilà, ça c'est la fin de cet exercice et la fin de cette vidéo. On a vu les instructions de base. C'est vrai, c'est une vidéo très longue mais qui explique en détail les différentes instructions de base que vous allez l'utiliser dans presque tous vos programmes. Les instructions de déclaration des données, l'affectation des données, l'instruction scanf, printf, et aussi les expressions logiques de comparaison et arithmétique, et tout ça accompagné avec 8 exercices pour bien comprendre chaque partie des instructions de base. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo. Et la vidéo suivante, on va travailler sur les structures conditionnelles. Et si vous voulez améliorer votre niveau dans la partie des instructions de base, je vous propose la deuxième série donc que vous allez trouver dans la description de cette vidéo, la série ou bien la playlist des exercices où vous allez trouver plusieurs exercices dans cette première partie, les instructions de base pour bien comprendre tout ce qu'on a vu. Et voilà, c'est la fin.